Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce rendez-vous d'information. Tout de suite, le sommaire. Au menu de ce journal, en Zambie, le président sortant, Hakainde Hichilema, creuse l'écart avec près de 59% des voix après le dépouillement de plus de la moitié des bureaux. Il se dirige vers une réélection dès le premier tour. Il devance largement son rival brillant, Moudibil. On vous donne plus de détails dans ce journal. Nouvelle flambée entre Kiev et Moscou. L'Ukraine revendique une attaque d'ampleur contre la Russie. Moscou parle de 1500 drones et missiles interceptés. En retour, une frappe russe sur un marché de Kiev fait au moins 15 morts. Les détails dans ce journal. Cap sur l'Indonésie, à Flores, dans l'est du pays, le bilan du séisme de samedi s'alourdit. Au moins 53 morts, les secours sont toujours à pied d'œuvre, mais des milliers de sinistrés manquent encore d'aide. Plusieurs dizaines de blessés et d'importants dégâts sont aussi à déplorer. On en parle dans cette édition. Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. La situation reste préoccupante dans l'extrême nord du Cameroun. Depuis la mi-juillet, les autorités sanitaires ont recensé plus de 1000 cas de choléra et 28 décès. Plusieurs districts, notamment Fotokol, Mada, Makari, Folofota et Mora, sont particulièrement touchés. Face à la progression de la maladie, la riposte sanitaire est renforcée dans la région. Suivons ensemble. À l'hôpital de district de Mora, depuis quelques jours, c'est le même rituel pour Ozon Kavaï qui doit porter un kit de protection avant de se rendre dans l'espace réservé aux malades de choléra. Dans ce centre, des cas suspects sont en observation et des patients en hospitalisation. Notre premier cas, nous l'avons reçu le 18, un enfant âgé de 3 ans. En provenance de Aïssa-Hardi. Alors, à ce jour, nous avons au total 25 cas, dont avec 9 TDR négatifs, un décès. Nous recevons en moyenne 1 à 2 patients par jour. À ce jour, nous avons en hospitalisation 2 patients. Alors que l'épidémie frappe toute la région depuis mi-juillet avec plus de 1000 cas déclarés et 28 décès dans les districts de Fotokol, Mada, Makari, Kolofata, la riposte s'organise avec l'aide de Médecins sans frontières. Nous avons 3 tentes. La première tente que vous voyez derrière moi est réservée à l'hospitalisation. Ça veut dire qu'il y a une première tente où on reçoit tous les cas suspects, on les dépiste. Si le test est positif, on les envoie en hospitalisation. Si Mora connaît un taux de contamination à la hausse, loin des tentes médicales, les relais communautaires sont déjà en première ligne pour le combat de la sensibilisation, ménage après ménage. Et sur le choléra, nous on sensibilise, on défend la défécation à l'air libre. Donc on les demande d'appliquer l'hygiène et l'assainissement. C'est parce que le choléra est tuant. Ils ont vu les années dernières qui tuaient beaucoup de populations. Donc, vu la communauté, ils ont peur. Dès qu'on les explique le choléra, chacun... Autre information à présent, République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola franchit un nouveau seuil. Selon les autorités congolaises, plus de 2300 personnes sont mortes depuis le début de l'épidémie. Un bilan qui en fait désormais de l'épidémie d'Ebola la plus meurtrière jamais enregistrée dans le pays. Le reportage. Un chiffre record qui inquiète. L'épidémie d'Ebola qui sévit en République démocratique du Congo a fait désormais 2325 morts sur 4945 cas confirmés après sa déclaration officielle le 15 mai. Elle dépasse les 2300 morts de celle de 2018-2020 sur 3381 cas confirmés. Cette 17e épidémie devient la plus meurtrière de l'histoire de la RDC. Selon les Nations Unies, le virus tue désormais une personne toutes les 30 minutes dans le pays et touche 6 provinces. Négation du virus, problèmes logistiques, absence de vaccins adaptés à la souche Bundibugyo et revendication des professionnels de santé freinent la riposte. Les autorités sanitaires congolaises ont opté pour l'administration du vaccin de la souche Zaïre pour tenter de freiner la propagation d'Ebola, alors que le virus menace désormais le Soudan du Sud.
En Zambie, le président sortant, Hakainde Hichilema, prend une sérieuse avancée dans la course à la présidentielle. Après le dépouillement de plus de la moitié des circonscriptions, il recueille près de 59% des voix. Il devance son principal adversaire, Brian Mudibile, et se rapproche ainsi d'une réélection dès le premier tour. Les détails dans cet élément. En Zambie, le président sortant Hakainde Hichilema prend une avance décisive dans la course à la réélection. Selon les premiers résultats annoncés par la commission électorale, le chef de l'État sortant arrive en tête avec près de 59% des voix, après le dépouillement de plus de la moitié des circonscriptions. Son principal adversaire, Brian Mudibile, reste derrière, tandis que 14 candidats étaient engagés dans cette course présidentielle. Une victoire dès le premier tour est possible pour Hichilema, qui doit franchir la barre des 50% des suffrages valides. Mais ce scrutin reste marqué par des tensions. L'opposition a dénoncé des intimidations, des arrestations et des violences avant le vote. Le dépouillement avait même été suspendu pendant plusieurs heures après des incidents dans plusieurs bureaux. Les observateurs internationaux appellent désormais au calme et à l'attente des résultats définitifs. À Quetta, la tension monte autour de la frontière entre le Maroc et l'Espagne. Dimanche, des migrants ont manifesté pour dénoncer le renforcement des mesures de sécurité du côté marocain. Sur les réseaux sociaux, de nouveaux appels à des passages massifs vers l'enclave Espagne circulent également. Les précisions dans cet élément. La pression migratoire reste vive à Ceuta. Dimanche, plusieurs manifestants se sont rassemblés devant l'enclave espagnole pour réclamer l'ouverture de la frontière et demander l'asile en Europe. Au cri de Vive l'Espagne et asile, ils ont exprimé leur espoir de franchir le passage malgré le renforcement du dispositif de sécurité marocain. Cette mobilisation intervient alors que de nouveaux appels à des franchissements massifs circulent sur les réseaux sociaux, faisant craindre un nouvel afflux de migrants. Madrid assure toutefois que la frontière restera fermée et prévient qu'elle ne tolérera aucune nouvelle tentative d'entrée collective. Fin juillet, une ruée vers Ceuta avait coûté la vie à au moins 80 personnes, selon les autorités espagnoles, tandis que les ONG avancent un bilan plus lourd. Une crise qui continue d'alimenter les tensions autour de la politique migratoire entre le Maroc et l'Espagne. En Belgique, le feu continue de ravager les failles dans l'est du pays. L'incendie n'est toujours pas maîtrisé ce lundi, mais les autorités constatent une progression moins importante. Les conditions météorologiques, notamment les pluies tombées durant la nuit et des vents plus favorables, ont contribué à ralentir les flammes, suivant un extrait de reportage. La forêt belge dévorée par les flammes et des paysages défigurés. Depuis vendredi, des centaines de pompiers luttent pour contenir le brasier dans des conditions compliquées. Les progressions sont relativement difficiles. Ils progressent dans de la tourbe ou dans de la végétation fort dense. Et donc c'est très compliqué d'avancer dans ces milieux. L'incendie gagne du terrain dans l'est de la Belgique, dans cette réserve naturelle. Les fumées sont même visibles depuis l'Allemagne. Le pays apporte des renforts sur place, tout comme la Suède, la Norvège et les Pays-Bas. Ici, des hélicoptères néerlandais effectuent des largages d'eau sur le brasier. Au sol, ces agriculteurs sont aussi venus prêter main forte. On va arroser ici pour ne pas que le feu traverse de l'autre côté de la route. C'est chez moi, c'est mon poumon et on ne peut pas laisser ça sans indifférence. Il faut qu'on soit là pour les aider. Plusieurs communes belges et allemandes ont été évacuées. La Belgique n'avait pas connu d'incendie aussi ravageur depuis plus de 100 ans. Nouveau regain de tension entre Moscou et Kiev. L'Ukraine réaffirme avoir lancé une attaque massive contre la Russie. Selon les autorités russes, les défenses aériennes ont abattu environ 1500 drones et missiles en l'espace de 24 heures. De leur côté, les forces russes ont frappé un marché à Kiev. Ces attaques ont fait au moins 15 morts. Le reportage. D'épais nuages de fumée s'élèvent au-dessus de la capitale russe ce dimanche. Près de Moscou, un entrepôt du géant du commerce en ligne Wildberries a notamment été touché.
Des hélicoptères ont été mobilisés pour tenter d'éteindre l'incendie. Le ministère russe de la Défense affirme avoir abattu plus de 800 drones ukrainiens à travers le pays. En Ukraine, au même moment, une nouvelle vague de missiles et de drones russes a frappé plusieurs villes. Partout où les Russes peuvent frapper avec leurs missiles balistiques, ils frappent les infrastructures civiles. Cette semaine seulement, 13 régions ont été attaquées. L'ennemi a lancé plus de 1550 drones d'attaque, près de 1560 bombes aériennes guidées et 62 missiles sur nos villes et nos communautés. À Kiev, c'est un marché aux livres qui a été touché. Une scène de désolation, des stands détruits, des livres brûlés qui jonchent le sol boueux et les pompiers qui tentent d'éteindre les dernières flammes. Pour les vendeurs, ce sont des années de travail qui partent en fumée. Mon Dieu, il ne reste rien, il ne reste rien. Nous ne faisons que vendre des livres, des livres. Valentina n'est pas la seule à avoir tout perdu. Alexander travaille ici depuis 35 ans. Il découvre un marché entièrement détruit. Le marché a été complètement dévasté. Tout le marché d'un bout à l'autre. Il ne reste aucun stand. Ils ont attaqué des gens ordinaires. Les gens ordinaires souffrent, c'est terrible. Ces nouvelles frappes ont fait plusieurs morts des deux côtés, dont 15 en Russie selon les autorités des deux pays. Une nouvelle illustration de l'escalade des attaques à longue portée alors que les combats se poursuivent depuis plus de 4 ans et que les négociations restent au point mort. Dans un autre registre, Jared Kushner, émissaire américain et gendre du président américain Donald Trump, doit rencontrer ce lundi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en Israël. Cette rencontre vise à faire avancer le plan de paix proposé par Gaza. Elle intervient au lendemain des échanges exceptionnels entre Jared Kushner et des responsables du Hamas au Caire en Égypte. Suivons à présent. Oui, compliqué, musclé, je sais pas si c'est en tout cas sur la forme, parce que Jared Kushner n'est pas un adepte de taper du poing sur la table, mais en revanche, il a tendance à être assez efficace, à faire moins de bruit que son beau-père Donald Trump, mais être au moins aussi efficace, si ce n'est plus efficace d'ailleurs, si tant est que Donald Trump soit très efficace en négociation, malgré la réputation qu'il essaye de faire. En tout cas, il y a un différent de fond, ce sont des amis qui se rencontrent, Jared Kushner et Benjamin Netanyahou s'entendent très bien, ce sont deux camps qui s'entendent très bien. En revanche, on a bien vu ces derniers mois que Donald Trump n'hésitait pas parfois à tirer désormais à boulet rouge sur Benjamin Netanyahou, tout en rappelant que c'est son ami, qu'il sera toujours avec Israël, etc. Mais tout de même, il y a eu un changement de ton avant l'été, au début de l'été, notamment au moment du G7, en disant que Netanyahou faisait n'importe quoi. Et là, eh bien finalement, Netanyahou a un peu rendu l'appareil à Donald Trump en refusant catégoriquement le plan qu'il avait négocié, qu'il avait même négocié avec le Hamas, puisque le Hamas avait déclaré accepter ce plan. Le problème, c'est non seulement le plan en lui-même, et puis sa mise en place potentielle. C'est-à-dire que le Hamas dit très bien, vous voulez ce plan, nous sommes d'accord avec ce plan. En revanche, eh bien, il faut d'abord que Israël respecte lui-même ce plan, respecte ses propres engagements, se retire de la bande de Gaza, et ensuite on désarmera. Les Israéliens disent, c'est hors de question, c'est l'inverse. Le Hamas doit désarmer complètement, et ensuite on verra si on se retire ou pas de la bande de Gaza. Donc il y a des différences de fond, il y a des différences de timing, mais il y a une urgence pour Donald Trump, c'est celle d'arriver à un accord pour pouvoir sortir de cette crise, avoir un dossier de moins à gérer, pouvoir cocher ça aussi sur sa to-do list de l'année, notamment avant les élections de mi-mandat, en disant, voyez, j'ai réussi encore une fois, après avoir eu un cessez-le-feu à Gaza, à trouver une solution un peu plus définitive, à pouvoir aussi engager du coup des activités économiques pour la reconstruction de la bande de Gaza, où il espère bien pouvoir évidemment avoir des intérêts économiques pour les entreprises américaines, mais tout ça est évidemment assez compliqué parce que Benjamin Netanyahou n'est pas d'accord, et il n'est pas le seul à ne pas être d'accord en Israël. Et on l'a compris, donc Washington veut conclure son plan de paix pour Gaza, mais de l'autre côté, on a un Benjamin Netanyahou qui a un autre agenda donc dans son pays avec des élections. Oui, parce que je parlais des élections de mi-mandat aux États-Unis au mois de novembre, mais au même moment, vous avez des élections en Israël qui vont définir quel est le prochain Premier ministre. Est-ce que ce sera toujours Benjamin Netanyahou qui brigue un nouveau mandat, lui qui est déjà le dirigeant israélien qui a régné le plus longtemps sur le pays, qui a été le plus longtemps aux commandes, ou est-ce que ce sera quelqu'un d'autre? Actuellement, le Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou, qui commence sa primaire d'ailleurs, a 32 sièges à la Knesset, le Parlement israélien. Les sondages s'accordent à dire que pour l'instant, il y a des
prévision de plutôt 22 à 24 sièges, qui ferait quand même un petit tiers en moins, ce qui serait problématique pour Benyamin Netanyahou. Mais il a aussi besoin, Benyamin Netanyahou, pour être au pouvoir, d'avoir une coalition qui se fait. En Israël, vous avez une proportionnelle intégrale, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas seul, sauf si vous avez un succès énorme, mais ça n'arrive jamais, mener une coalition et être au pouvoir, comme ça peut être le cas en France, par exemple. Et donc, il y a la pression, notamment de son extrême droite, qui le maintient au pouvoir depuis plusieurs années, une pression de plus en plus importante, notamment avec Otzma Yehudit, le parti d'Itamar Ben-Gvir, qui a dit d'ailleurs, je le cite, « Je pense que l'on doit mener des frappes ciblées chaque nuit à Gaza et tuer 30 à 40 Gazaouis à chaque fois, pas seulement ceux qui posent d'ailleurs un danger immédiat. Il y a des gens là-bas, je le cite toujours, des gens qui ne méritent pas de vivre, ils ne devraient pas être en vie, ce ne sont même pas des êtres humains. Pour moi, tout Gaza nous appartient. » Vous voyez avec quoi Benyamin Netanyahou doit jongler, si tant est qu'ils sont en désaccord avec la totalité, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Donc c'est extrêmement compliqué pour trouver une issue qui satisfasse tout le monde. Le président américain Donald Trump a menacé ce lundi 17 août de bombarder Oman si le pays venait à se mettre en travers d'un accord sur le détroit d'Ormuz. Cette menace intervient alors qu'Oman et l'Iran mènent des discussions sans les États-Unis sur ce passage maritime stratégique. Le même jour, l'accord temporaire de 60 jours conclu entre Washington et Téhéran pour mettre fin à la guerre a officiellement pris fin sans signe de prolongation. Sur le terrain, les tensions restent vives. Une frappe israélienne dans le sud du Liban a fait au moins 11 morts samedi, tandis que l'Iran et le Qatar continuent de s'accuser mutuellement au sujet de 3 pilotes iraniens détenus depuis mars. Autre information à présent, Washington réduit sa présence dans les exercices militaires annuels menés avec Séoul lancés ce lundi en Corée du Sud. Ces exercices verront une participation américaine fortement diminuée à la demande de Donald Trump. Le président américain justifie cette décision par ses bonnes relations avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Le reportage. C'est un rendez-vous estival pour les forces armées sud-coréennes et leurs alliés américains. 11 jours d'exercice militaire en mer, 18 000 soldats sud-coréens, 28 500 hommes issus du contingent américain. Une démonstration de force exceptionnelle avec un objectif, préparer la défense contre Pyongyang qui multiplie ces derniers jours les signaux hostiles. Mais dimanche soir, surprise, Donald Trump fait volte-face. Compte tenu de mes très bonnes relations avec Kim Jong-un, je déplore que les États-Unis aient, il y a longtemps déjà, accepté de participer à des exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud. Non seulement ces exercices sont coûteux, mais ils envoient un signal tout à fait inapproprié et hostile à un pays qui s'est montré non menaçant et respectueux. Ordre est donné ensuite de réduire l'ampleur de ces exercices conjoints car il est déjà trop tard pour tout annuler, ajoute Donald Trump. Le refus de Séoul de s'engager dans les opérations militaires en Iran a également mis de l'huile sur le feu, précise enfin la Maison-Blanche. Dans les rues de Séoul, ce matin, ils sont quelques dizaines rassemblés devant l'ambassade américaine. Ces manifestants appellent au calme et à la désescalade. Si la réduction de ces exercices militaires à grande échelle est pertinente, je pense qu'il faut aller plus loin et les suspendre pour obtenir un apaisement des tensions avec la Corée du Nord. D'autant que ces derniers jours, la tension est montée d'un cran. La semaine dernière, des soldats nord-coréens ont franchi la ligne de démarcation dans la zone démilitarisée. 2 tirs de missiles balistiques ont été lancés par Pyongyang en moins d'une semaine. Pyongyang qui d'ailleurs dénonce ces exercices militaires et promet de renforcer sa dissuasion nucléaire. Donald Trump, lui, joue les équilibristes face à un Kim Jong-un désormais lié à la Russie par un pacte d'assistance mutuelle en cas d'agression. Et ce n'est pas la première fois que le président américain cherche à mettre fin à ces exercices avec Séoul. En 2018 déjà, il avait qualifié ces manœuvres de provocatrices juste après sa rencontre avec le dictateur nord-coréen à Singapour. Dernière information pour clôturer cette édition à Flores, dans l'est de l'Indonésie. Les secours sont toujours mobilisés après le violent séisme qui a frappé l'île samedi. Dimanche, des milliers d'habitants évacués se
retrouvent sans assistance suffisante. La catastrophe a fait au moins 53 morts, plusieurs dizaines de blessés et causé d'importants dégâts matériels. Suivant à présent. Des tentes bricolées à l'aide de bâches et de piquets, le seul refuge pour ces personnes déplacées dans l'est de l'Indonésie, quelques jours après le séisme qui a secoué le pays. Près de 13 000 personnes ne peuvent plus rentrer chez elles. Les maisons encore debout restent dangereuses, fragilisées, elles pourraient s'effondrer à tout moment. Dans le Mandjarai, à l'est du pays, cette église a été fortement endommagée. Chaque fois que nous entrons, nous sommes pris d'angoisse parce que la structure est déjà fissurée et abîmée partout. Nous avons peur d'y aller. Alors pour l'instant, nous restons encore dehors. La secousse meurtrière de magnitude 7,7 survenue samedi en matinée aurait abîmé une centaine de bâtiments selon les autorités locales. Tandis que les secours fouillent toujours les décombres, les hôpitaux sont débordés de blessés. Les soignants essayent de les traiter malgré la situation compliquée, comme ici, sous des tentes. Comme certains bâtiments se sont effondrés, nous avons transféré une partie de nos activités et de nos médicaments dans une tente. Nous verrons comment la situation évolue, mais notre priorité immédiate est de soigner les patients dans un état critique qui peuvent être pris en charge en premier. Alors que des milliers d'Indonésiens se retrouvent sans logement, le pays fête ce lundi ses 81 ans d'indépendance, une fête célébrée cette année en demi-teinte. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur ESAE Télévision.